Aujourd'hui, je vais vous parler de l'intérêt d'un dispositif d'imagerie rétinienne pour smartphone. Donc, on a travaillé sur cet appareil-là, en fait, qui est le Eye Examiner pour le Panoptic Plus. En introduction, les smartphones en ophtalmologie vétérinaire sont de plus en plus présents, que ce soit pour faire de l'imagerie du segment antérieur, de la mémographie. Il y a des dispositifs aujourd'hui qui existent qui permettent de faire de la mémographie à moindre frais avec des images qui sont assez qualitatives. On peut faire de la gonioscopie aussi avec juste un smartphone et une lentille d'ophtalmoscopie indirecte. Et puis aussi, on peut filmer ses chirurgies en fait grâce à des dispositifs d'adaptation en fait de smartphone pour le microscope opératoire. Donc vraiment, il y a pléthore de choses. Euh, Quand vous tapez dans PubMed, en fait, smartphone ophtalmology, vous voyez la progression du nombre de publications sur les dernières années. C'est assez impressionnant. Donc, il y a beaucoup de publications en humaine qui font, je dirais, qui permettent de tester ces appareils, en fait, ce smartphone qu'on a tous dans la poche, afin de l'utiliser en ophtalmologie. Et on voit que dans la partie vétérinaire, c'est beaucoup moins épais, puisqu'en fait, on a 6 résultats contre 698 en humaine. Donc il y a, je pense, beaucoup de travail à faire et à développer par rapport à cette utilisation. Aujourd'hui, sur le marché vétérinaire, il y a plusieurs dispositifs qui peuvent être utilisés. Deux que je n'ai jamais utilisés, mais que certains d'entre vous doivent avoir en fait, hein, donc qui utilisent un smartphone, donc le Clearview 2 pour pas le citer, et le Remedios FOP, qui est un appareil qui vient d'Inde. J'ai utilisé pendant pas mal de temps en fait cette modélisation 3D. Donc c'est suite à des publications dans Vétérinaire Ophtalmologie, on a réadapté et adapté ce système en impression 3D qui permet de faire des images, je trouve assez qualitatives avec un smartphone, et d'autres dispositifs qui sont plus récents. Un système coréen qui s'appelle le NUN qui permet d'avoir des champs d'observation de jusqu'à 30 degrés. Le Eye Examiner dont on va parler aujourd'hui, et le VistaView de chez Volk, dont on va parler également lors de la discussion. Alors, le principe de l'étude aujourd'hui que j'ai voulu mener en fait à la clinique, c'était déjà aujourd'hui de vous décrire et évaluer le Eye Examiner pour le Panoptic Plus, et d'évaluer aussi l'influence de la dilatation pupillaire sur le temps qu'on va mettre à faire l'examen et à obtenir les images, et aussi sur la qualité de ces images. Donc, est-ce que le fait de dilater une pupille change quelque chose pour utiliser cet appareil? Alors, le Panoptic Plus, pour le présenter, donc beaucoup connaissent le Panoptic de première génération. En fait, hein, donc c'est un produit qui a été développé par Velchaline, qui s'adapte sur une poignée, en fait, hein, donc simple, qui permet vraiment de faire des images de vraiment de haute qualité avec un champ d'observation quasiment 5 fois supérieur à un ophtalmoscope direct. Donc il y a eu une étude sur pareil, donc sur un projet qui est sorti en 2017. Ils ont développé cet adaptateur qui permet de brancher un smartphone donc sur le Panoptic de première génération, donc qui était vraiment en open source, donc tout le monde pouvait le télécharger, l'imprimer à sa clinique. Par contre, avec un défaut, c'est de n'être adaptable que sur certains téléphones portables, qui maintenant, téléphones portables, grâce à l'obsolescence programmée, ne sont plus d'actualité. Ils ont sorti donc la version 2, donc la version compacte, on va dire, donc le Panoptic Plus, sur lequel ils ont développé eux-mêmes, en fait, on Velchaline, cette plateforme d'adaptation pour pouvoir positionner en fait son smartphone dessus, et qui, dans leur publicité entre guillemets, se veut comme un système totalement universel en fait, hein, donc de branchement de son smartphone. Alors, la première chose dont on va parler, je vais vous montrer en vidéo le principe, c'est que malheureusement ce système, en fait, il faut l'adapter parce qu'il ne convient malheureusement pas à tous les téléphones portables. Donc vous avez tous des téléphones portables sur vous. Le souci, c'est qu'en fait, si vous avez une caméra qui dépasse de la coque de votre téléphone, vous pouvez malheureusement pas l'utiliser de manière routinière, il faut l'adapter. Donc le principe, hein, donc c'est assez voisin du Panoptic de première génération. Vous avez cette plaquette qui est livrée avec. Donc ça, c'est l'Eye Examiner, cette plaquette qui se clampe, qui se clipse à l'arrière de l'appareil. Et vous avez une plaquette accessoire en fait ici avec juste un scotch double face. Donc ça, qui va pouvoir être mobilisé et que vous allez coller en fait sur votre téléphone portable de façon à pouvoir l'enclencher facilement en fait sur l'appareil. Comme ça, vous pouvez continuer à appeler vos amis et utiliser l'appareil au travail. Donc là, on voit quand on le clip sur un iPhone, qui doit être un iPhone 9, 10, pas de souci, ça plaque bien. Et sur mon téléphone que j'ai utilisé pour l'étude, on voit qu'il y a un décalage entre l'arrière de la coque et le Examiner. Et malheureusement, de cette façon, on n'arrive pas à stabiliser le système. On va voir qu'il y a un jour entre les deux, et ben, malheureusement, le système est complètement instable. Je pense que dans la salle, vous êtes au moins la moitié à avoir ce genre de téléphone portable chez vous.
Donc j'ai dû modifier en fait la coque. Donc la coque, on a fait une impression 3D pour qu'elle puisse accueillir justement le dispositif et qu'on puisse l'utiliser en pratique routinière. Donc c'est un peu galère, mais ça peut se faire. Voilà le genre d'image qu'on va obtenir en fait en examen direct. Donc là, c'est utilisé donc avec un Xiaomi X12 avec une lentille Leica, qui est pour moi une des meilleures lentilles en fait de smartphone qui existent aujourd'hui. Donc on peut voir, donc c'est un fond d'œil de chat en fait, hein, donc avec vraiment en fait une très belle visualisation. Donc en vidéo, c'est filmé en 4K. Les résultats sont assez intéressants, je trouve, au niveau qualitatif. Alors, matériel méthode. Sur les animaux qu'on a recrutés sont des patients sains qui ont été présentés en consultation de médecine préventive à la clinique où j'exerce. On a recruté 10 chiens, 10 chats. On a examiné les 2 yeux avec une dilatation, une mydriase pharmacologique systématique, tropicamide et néocinéphrine de l'œil droit pour pas se tromper. Donc sur ces 40 yeux, sur 20 yeux droits et 20 yeux gauches qui n'ont pas été dilatés. Le principe pour capturer les images, on a décidé d'utiliser la vidéo puisque c'est beaucoup plus facile, pratique et puis d'extraire en fait cette vidéo. C'est-à-dire qu'on a transféré sur un ordinateur les images en haute qualité, puis on a utilisé un logiciel de capture qui a permis d'extraire l'image de meilleure facture. Les évaluations qu'on a fait, c'est le taux de réussite. Donc savoir quel pourcentage en fait d'examens ont permis d'obtenir en fait une image exploitable. La deuxième chose, on a mesuré le temps en fait nécessaire entre le moment où on a commencé l'examen, lancé la vidéo et obtenu en fait une image de qualité, et ça respectivement pour les yeux droit et gauche. Dans un troisième temps, on a envoyé en fait un questionnaire anonymisé et randomisé en ligne via un formulaire Google Form, et on a 50 panélistes français, du bord européen et américain qui ont répondu en fait et qui ont justement donné leur avis sur ces photos au niveau qualitatif. Certains d'entre vous ont d'ailleurs dû participer à cette étude. Et je vous remercie. Donc 17 ans d'expérience de moyenne en fait, hein, donc de ces panélistes en tant qu'ophtalmologue. Voici les résultats. Donc on a les 40 yeux avec des images différentes, donc autant de chiens que de chats. Aucune image pathologique, mais des variations en fait de couleur, d'aspect en fait des rétines. On va étudier donc toujours de la même façon donc les yeux droits, donc ici la partie donc les yeux dilatés, donc mydriatiques et non mydriatiques. La première chose, ils vont noter en fait hein, donc ces clichés d'une note de 0 qui est une image de très faible qualité à 5 qui est une qualité optimale. On voit qu'il y a une différence effectivement dans le sens d'une qualité en fait d'image qui se situe de manière légèrement supérieure pour les yeux droits par rapport aux yeux gauches, donc aux yeux dilatés. Et sur le temps d'examen, on voit que le temps est légèrement inférieur en fait, hein, donc sur les yeux dilatés par rapport aux yeux qui ne vont pas être dilatés. On notera quand même en fait une grande dispersion et un écart type assez important en fait hein, dans les mesures, puisqu'il peut y avoir des facteurs de variation qui ne sont pas forcément liés à l'appareil, mais qui peuvent être liés aux animaux en fait hein, qu'on a pu étudier. Donc les résultats. Donc dans tous les cas, on est parvenu en fait à obtenir des clichés qualitatifs sur tous les examens. Il n'y a pas eu de différence significative sur le temps d'examen, que ça soit entre l'œil dilaté et l'œil non dilaté, mais on souligne quand même un fort écart type, une forte variation en fait, hein, donc par rapport aux valeurs qu'on obtient. On a également comparé les résultats entre chiens et chats en se disant tiens, des fois les examens sont moins commodes sur les chats que sur les chiens, en raison en fait de la forme de la pupille qui peut influencer justement cet examen. Et on voit par contre qu'il n'y a pas de différence significative de temps entre les populations du groupe des chiens et le groupe des chats. On s'est donc intéressé au score, donc à la notation sur le principe de qualité. Donc là, vous avez des images de différentes qualités, avec les qualités les plus faibles en haut et les meilleures qualités en bas. Il n'y a pas eu de différence significative notée sur la qualité, que ce soit entre les yeux dilatés et non dilatés, ainsi que dans l'autre groupe, en comparant chiens et chats, donc sur l'ensemble de l'examen. Donc en conclusion, sur ces éléments statistiques, on voit qu'il y a peu de différence, et finalement c'est un appareil qui permet quand même de faire des images relativement qualitatives ou de qualité intermédiaire, sans différence notable de la dilatation pupillaire. Donc c'est un appareil qui potentiellement peut être utilisé sur des animaux non dilatés. Alors, sur les études, on a vu qu'il y avait seulement 6 études vétérinaires qui mentionnaient l'utilisation d'un smartphone en fait, dans l'ophtalmologie vétérinaire aujourd'hui. La plus récente est
une excellente, vraiment, je vous conseille sa lecture, qui est sortie au mois d'avril dernier dans Vet Records. C'est fait par l'équipe de Lionel Sebag, l'équipe de Corette. Ils ont évalué justement l'autre appareil qui est sur le marché, qui s'appelle le iView, le VistaView, pardon, de chez Volk. Donc c'est une société américaine. Alors il n'y a pas eu d'études vraiment statistiques, c'est juste en fait un ressenti sur leur usage au quotidien, en fait, ça soit chez les chiens, chez les chevaux, etc. Donc dans différentes espèces, et d'appréciation des qualités des images obtenues. Donc ce dispositif, pour comparer, je l'ai également en fait testé pour voir qu'on a des images, comme je le disais tout à l'heure, à la différence du champ du champ d'exploration qui est limité à 25 degrés au niveau rétinien pour le Eye Examiner. Là, on arrive à avoir des champs d'observation qui sont beaucoup plus étendus. Alors, la différence entre les deux appareils, là, c'est que le smartphone est dans le dispositif, il ne peut pas être sorti. Par contre, comme tout téléphone, il peut être utilisé pour envoyer des images en fait à l'extérieur par mail, etc. Donc l'exportation est assez simple et on a des qualités qui sont jugées comme bonnes voire excellentes par les observateurs en fait dans cette étude. Le taux de succès, donc dans les deux publics, enfin, entre l'étude qu'on a menée et l'étude de l'équipe de Lionel Sebag, c'est un taux de réussite à 100% sur tous les examens qui ont pu être réalisés. Et que eux aussi, ils constatent qu'il n'y a pas d'influence en fait de la dilatation pupillaire. Donc les deux appareils potentiellement, on va dire comparés, je dirais, trouvent leur place dans une pratique quotidienne sans avoir besoin d'avoir une contrainte d'attendre une dilatation pupillaire. Les images obtenues sont jugées comme de bonne qualité, voire excellente qualité pour le VistaView, d'un point de vue personnel et de par les études, l'étude qui a été publiée, et moyenne, suivant l'étude qu'on a fait aujourd'hui, sur l'Eye Examiner du Panoptic Plus. Les champs d'observation, je vous l'ai déjà mentionné, en fait, on a une différence entre le VistaView qui est à 55 degrés, donc assez large en champ d'exploration, et le Eye Examiner qui a un champ d'observation qui est moins que la moitié du VistaView. Alors, et toujours un élément aussi qui est conclu sur les deux études, de préférer l'utilisation de la capture vidéo plutôt que d'utiliser le mode photo. Le problème des smartphones aujourd'hui, c'est que vous avez un décalage entre le moment où vous allez déclencher une photo et la prise de vue faite par le smartphone. Et souvent, ça va vous faire bouger. Et donc, du coup, votre appréciation de l'image va être beaucoup moins nette que ce que vous obtiendrez de base. Donc, je vous conseille vraiment, que ce soit pour prendre du segment antérieur ou autre chose, d'utiliser le mode vidéo, puis d'extraire après les photos. Donc, les dispositifs d'imagerie rétinienne, ils ont quand même des avantages importants par rapport aux dispositifs, je dirais, fixes qu'on connaît tous, que ce soit l'Aurora, le SmartScope ou d'autres dispositifs, la Genesis ou la RC2 modifiée. Ce sont des dispositifs qui sont peu onéreux puisque le smartphone, vous l'avez souvent déjà, et sont des dispositifs, le VistaView coûte moins de 2000 $ et le Eye Examiner coûte à peu près 1200 € à peu près avec l'ensemble du dispositif. Ils sont assez simples d'utilisation, globalement. Par contre, donc des différences entre ces deux appareils, le champ de visualisation, donc d'exploration, et des plateformes qui malheureusement ne sont pas totalement universelles aujourd'hui. Ça, c'est vraiment le problème principal, c'est-à-dire qu'en fait, il va falloir réadapter si on change de téléphone portable. Après, vous pouvez tout à fait utiliser un téléphone portable dédié pour cette utilisation. Ça, c'est quelque chose qui est possible. Les limites de notre étude résident vraiment sur la faible cohorte qui était représentée. On avait seulement 20 animaux, effectivement, donc c'est difficile d'être représentatif. Après, j'ai fait ce choix de 20 animaux, ça représente quand même 40 yeux à examiner pour les panélistes. Je pense qu'on n'aurait jamais eu 50 personnes qui nous auraient donné leur opinion en fait sur la qualité des photos, etc. Si on avait eu une cohorte plus importante à 100 yeux ou choses comme ça. L'autre biais, en fait, ou limite, c'est qu'il n'y a pas de cas de rétinopathie, puisque la finalité, finalement, ça serait de voir si un appareil ou l'autre est meilleur, en fait, pour faire du diagnostic imagé. Et il n'y a pas de comparatif, en fait, entre les différents dispositifs. Donc, il n'y a pas eu d'études comparatives. Les limites de ces dispositifs de rétinographie associés au smartphone, il y en a une qui est importante. On le voit sur cette image qui a été faite avec le VistaView. C'est cette surexposition, puisque souvent le smartphone a du mal de régler les contrastes ou de refléter des couleurs qui reflètent la réalité en fait d'un fond d'œil. Donc, ce sont des appareils qui doivent être utilisés en complément en fait de votre examen ophtalmoscopique indirect au casque. Et la qualité, donc fidélité des couleurs, qui malheureusement sont très tributaires du smartphone. En dehors de l'étude, j'ai utilisé le Eye Examiner avec d'autres dispositifs, avec d'autres smartphones, et on a vu des différences de qualité qui sont quand même assez importantes. Et l'autre problème, comme je le soulignais tout à l'heure,
des dispositifs qui ne sont pas toujours universels. Donc en conclusion, le Eye Examiner permet d'obtenir des images que je juge et que l'étude a montré qui sont de qualité moyenne, avec un champ d'observation qui est restreint, et la dilatation pupillaire n'influence ni la qualité ni le temps d'obtention des images. Et la limite principale, c'est que le Eye Examiner aujourd'hui n'est pas une solution en fait universelle qui permette d'utiliser n'importe quel téléphone sur le dispositif. En ouverture, les perspectives d'évolution aujourd'hui, c'est l'utilisation du smartphone en fait pour faire des échographies oculaires. Et plus récemment, j'ai pu découvrir à Chicago l'utilisation en fait d'une société qui a développé un système d'ERG qui se connecte directement en fait sur le smartphone. Les prix sont assez exorbitants, je trouve, pour le moment, mais voilà. Et pourquoi pas de l'autonométrie à terme, etc. Donc c'est vraiment cette vision, la place du smartphone et dans votre pratique au quotidien. Et on ne sait pas ce que ça va devenir en fait sur le vétérinaire, l'ophtalmo en 2050. Comment ça va se passer au niveau des examens. Donc j'ai demandé à une IA en fait de modéliser ça, de nous dire à quoi on ressemblera en fait pour nos consultations en fait en 2050. Voilà. Des références bibliographiques, et puis je vous remercie pour votre attention. Est-ce qu'il y a des questions? Merci pour ta présentation. J'ai une question rapide sur tu disais la qualité photo. Donc je fais en vidéo comme tu l'as conseillé, et après quand je fais la capture d'écran pour récupérer l'image, j'ai une grosse perte de qualité. En fait, la base, il faut que vous exportiez votre fichier natif. D'une part, de filmer en qualité la plus haute possible, si possible en 1080 ou 4K, encore mieux sur votre smartphone, et ne faites pas la capture avec le smartphone, exportez le fichier vidéo complet. Alors, soit vous n'êtes pas obligé d'utiliser forcément le logiciel pour faire la capture, vous pouvez lancer n'importe quel lecteur en fait en plein écran et vous faites une capture d'écran. C'est un peu plus cheap, mais vous avez des images qui sont quand même de très bonne qualité, vous pouvez zoomer, etc., qui ne seront pas pixelisées. Donc c'est souvent ça le biais, effectivement. Merci. De rien. Oui. Moi, le problème en mode photo aussi, c'est que les smartphones, maintenant, ils ont plusieurs objectifs. Et selon comment on s'approche, moi, c'est pas pour défendre, mais par exemple, avec le Quick View, il y a l'objectif qui change tout seul. Et on se retrouve à être dans le noir parce qu'on est sur... Donc, je ne sais pas comment on fait pour... Calibrer ça. Oui. Quand on veut calibrer pour pas devoir changer d'objectif, le premier réflexe à avoir, c'est de zoomer à la distance souhaitée et de repérer. C'est un problème qu'on a fréquemment sur les utilisateurs d'iPhone par rapport à Android, où ils changent assez rapidement entre le mode macro, etc. Donc ce que je recommande, c'est déjà se mettre au zoom nécessaire. Les images que vous avez vues là sont des images, je me mets en zoom x2, et après on adapte son dispositif sur l'Eye Examiner ou sur un autre dispositif de rétinographie, comme ça en fait, et on a vraiment calibré notre appareil, et ça ne bouge plus. Il faut plus changer après le zoom, parce que quand vous allez dézoomer, vous allez passer en mode en reculant en fait en dessous d'un zoom x1, ça va changer effectivement l'objectif et du coup tu vas perdre ton image, tu sauras plus où t'es.